Depuis leur implantation sur le marché du jeu vidéo, Nintendo a toujours eu une approche très avant-gardiste de ce dernier. Vendant d'abord la NES comme un jouet, avec des accessoires comme Rob ou le NES Zapper, s'essayant systématiquement à faire des extensions à tout va pour leur machine, jusqu'à même proposer les prémices de la réalité virtuelle dans les années 90, Nintendo est en réalité l'une, si ce n'est la compagnie qui expérimente le plus dans le domaine du jeu vidéo. Il n'y a qu'à voir le concept de la Switch par exemple, ou comment Nintendo a réussi son coup avec une console hybride. Mais l'audace n'est pas toujours couronnée de succès, et dans les années 90, la firme va essuyer plusieurs échecs, parfois retentissants comme celui du Virtual Boy. Mais c'est la succession de ces échecs qui va fragiliser l'entreprise, qui va alors se retrouver en difficulté entre 1995 et 2006. Parmi ces échecs, on compte un objet étrange jamais sorti du Japon, une sorte de modem entre la Super Famicom et un satellite. Ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler du online, c'est même pas du tout considéré comme du online par les connaisseurs, c'est plutôt une extension permettant de télécharger diverses données. Et vous allez voir que cette extension a une histoire fascinante. Entre ambition, difficulté et déception, je vous raconte aujourd'hui l'histoire de la Satellaview. « 1990. Voici Super Mario World. Il sort sur la Super Famicom le 21 novembre de la même année et annonce le tout premier tournant de l'histoire de Nintendo dans son aventure en tant que constructeur de consoles. L'ère n'est plus au graphisme 8 bits. L'objectif est désormais de faire parler la puissance avec des jeux plus beaux, plus grands, plus ambitieux. Et de l'ambition, Nintendo en a à revendre. Il n'y a qu'à voir un autre classique qui sort en même temps, à savoir F-Zero, pour constater le savoir-faire à l'œuvre, et pourtant ce n'est pas d'eux dont on va parler. 450 km de là est en effet lancée la proclamée toute première station de radio fonctionnant par satellite au monde. Son nom, Sengiga, ou Satellite Digital Audio Broadcast. Une entité créée en avril 1990, donc filiale du groupe WOWOW, désignée comme étant la première chaîne de télévision par satellite au Japon. Son créateur, Hiroshi Yokoi, qui n'a rien à voir avec Gunpei Yokoi dont on parlait dans cette vidéo, se porte garant de proposer une programmation de contenu assez originale, ne se basant sur rien d'entrevu jusqu'à maintenant. Il y a bien de la musique et des émissions, mais aussi de la diffusion de contenu plus original comme le bruit des marées ou de la nature en général. La Lo-Fi Girl n'a qu'à bien se tenir. Mais sa singularité fera son succès. Primée pour sa diversité et la nouveauté qu'elle apporte, la programmation connaît ses années de gloire lui permettant de diversifier son offre, toujours loin des standards. Mais cela va vite prendre fin. En effet, en 1994, le rêve de Sengiga s'écroule. Sa programmation est réduite puis est coupée, le studio connaît alors de grosses difficultés financières. Et à tout cela vient s'ajouter l'économie japonaise, fragilisée par l'explosion d'une bulle spéculative. Mais je ne veux pas m'improviser économiste, je vais plutôt laisser la parole à mes compères Necheko et JJ dans un interlude rigolo. Bonjour, laissez-moi vous expliquer ce qu'est une bulle spéculative. Avec un Monopoly. Bonjour Alex. Bonjour. Félicitations pour l'achat de votre nouvelle maison, j'espère que vous en êtes satisfait, elle ne vous a pas coûté très cher, elle vous a coûté uniquement que 5. Très belle maison en tout cas. Très belle maison effectivement. Et si vous attendez un petit peu, vous allez pouvoir faire fructifier celle-ci, puisqu'elle pourrait coûter peut-être le double même. Oh. Et donc du coup, de nombreuses personnes vont se poser également la même question et vont investir pour espérer également récupérer le double du prix. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que le nombre d'acheteurs se tasse. Mais il y a un problème, Alex. Si vous revendez cette maison, je crains fort malheureusement que la valeur de celle-ci ne soit inférieure au prix d'achat que vous avez réalisé. Et donc que va-t-il se passer ? Eh bien, tous les autres acheteurs vont également se rétracter en vendant leur maison pour ne toucher qu'une somme ridicule. Et c'est là
que la bulle spéculative va éclater. Moralité, Alex, achetez cette maison vous a rendu beau. Très bien. Bon bah, bonne journée alors. Senjiga est donc en train de se noyer, et c'est finalement Nintendo qui va sortir la tête de la firme de l'eau en se portant garant de son capital à hauteur de 19,5% et en leur proposant un partenariat. Créer une extension qui permettrait de télécharger du contenu par satellite. Elle se clipserait en dessous de la console et permettrait de stocker du contenu grâce à une cartouche appelée BSX, ainsi que son extension mémoire de 1 mégaoctet, littéralement une frame de cette vidéo. Au programme, des magazines en grande quantité, des programmes télé et radio, et possiblement du karaoké, des informations relatives à la météo du jour et des cours d'anglais. Mais j'ai oublié le plus important, il y aura des jeux, des extensions de jeux et même des démos pour des jeux qui ne sont pas encore sortis. Pour ceux qui connaissent, ça n'a donc rien à voir avec le X-Band, sorte de réseau informatique qui permettait de jouer réellement en ligne, ouvert à la fois à la Super Nintendo pour des jeux comme Doom ou Super Mario Kart, mais également à la Mega Drive avec des jeux comme Mortal Kombat et Primal Rage. Parenthèse fermée. Le partenariat est censé être conclu pour le printemps 1995. Hiroshi Yamauchi, le président de Nintendo à l'époque, espère écouler 2 millions d'exemplaires de cette extension. Yamauchi va même jusqu'à discuter à l'époque avec Microsoft pour diffuser ce contenu au niveau mondial. Une rencontre au sommet avec Bill Gates en 1996 et même une possible signature sont prévues, mais cela n'aboutira à aucun projet concret au final. Quoi qu'il en soit, la Satellaview est enfin prête à sortir. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Si vous me dites qu'il s'agit d'une ville de Earthbound, vous avez tout faux. Voici le menu de la Satellaview. Après avoir sélectionné le sexe de son personnage, le joueur est libre de se balader dans une espèce de petite ville façon RPG qui possédait un scénario à base de noms de villes volées, de petites missions et même de secrets. La ville changeait même en fonction des saisons et des PNJ pouvaient également être téléchargés pour être implémentés dans le jeu. Mais le cœur du contenu reste les différents bâtiments et rentrer dedans permettait de déclencher les différents menus du jeu. Par exemple, c'est à l'antenne radio que vous pouviez télécharger du contenu, mais il fallait être patient même si la console pouvait télécharger alors que vous faisiez autre chose. Et oui, les jeux ou les extensions n'étaient disponibles que pendant un laps de temps précis. Après l'heure, vous n'aviez plus la possibilité de télécharger voire même de jouer au jeu. Et comment connaître les horaires de passage? Certains jeux proposaient dans leur notice un calendrier de diffusion de leur extension comme SD Gundam G-Next, un jeu de stratégie, ou encore Samegame, un puzzle game. Ici on pouvait par exemple changer l'interface du jeu pour mettre la tête de Bomberman. Et si on n'avait pas accès aux notices, une page de Famitsu, le célèbre magazine japonais de jeux vidéo, était également dédiée à ces horaires. Dernière option, le Satella Guide, que vous pouviez télécharger pour connaître les horaires. Mais de par la difficulté de retrouver ces guides aujourd'hui, celle-ci sera mise au conditionnel. Ici, de 16 à 17h par exemple, vous pouviez télécharger et jouer à BS Dr Mario avant de pouvoir le retélécharger si vous l'aviez manqué de 18h à 19h. Le service de la Satellaview était disponible de 11h à minuit, avec une programmation spéciale entre 16h et 19h pour les jeux Soundlink, des jeux proposant du contenu plus vaste et ambitieux, mais aussi plus linéaire et jouable uniquement pendant cette période. Une fois téléchargé, il fallait se rendre dans cette petite maison pour charger ou effacer vos données dans la limite de 8 blocs disponibles. Oui, c'est le même fonctionnement que pour les cartes mémoire de GameCube. Et c'est ainsi que les jeux pouvaient se lancer. Seulement de 1 à 15 fois avant de disparaître purement et simplement de la mémoire. Ça fonctionne un peu comme les démos de 3DS ou de Switch limitées à seulement 30 utilisations. Pour rejouer au jeu, il fallait juste les retélécharger.
A noter que chaque carte mémoire accompagnée de son BSX était indépendante et interchangeable, les jeux pouvant passer d'une Satellaview à une autre. Les jeux justement. Le plus souvent axés sur le scoring et le plus souvent à télécharger en une seule fois, ils étaient parfois découpés en plusieurs parties, très souvent 4 quand ils étaient en soundlink. Ils profitaient alors de musique remasterisée, proche d'une qualité CD et de doublage. L'un des tout premiers jeux à être proposé de cette manière, ce sera BS Zelda no Densetsu. Il s'agissait d'une réinterprétation du premier jeu sorti sur NES, dans lequel le joueur devait, en 60 minutes, faire 2 donjons. Le jeu était plus linéaire, plus compact, mais les donjons étaient en contrepartie totalement inédits. Par contre, si jamais vous étiez en retard et que vous commenciez par exemple par la partie 2, il fallait faire les 4 donjons, toujours en 1 heure. 2 anecdotes pour finir, le joueur ne contrôlait pas Link mais son avatar de la Satellaview, et l'ensemble des 6 premiers donjons mis bout à bout donnait 100 gigas. Par la suite, un autre jeu de la licence sortira. Il sera baptisé Ancient Stone Tablet, et se basera lui sur A Link to the Past. Et ça, c'est Zelda qui parle. D'autres grosses licences ont bénéficié d'une présentation de qualité sur la Satellaview. C'est par exemple le cas de la licence F-Zero. BS Grand Prix 1 et 2 proposaient des grands prix d'1 heure avec des circuits tantôt identiques à ceux du jeu sur SNES, tantôt différents, notamment pour GP2, avec une réalisation sonore et visuelle bien plus travaillée. La licence Fire Emblem sera elle aussi représentée sur Satellaview, dans une sorte de mode infini où le but sera de survivre le plus longtemps possible. Anecdote, cet épisode a connu un remake sur Nintendo DS uniquement au Japon, et il est considéré canon à la série. Kirby lui aussi se verra proposer du contenu sur l'extension pour la sortie de Kirby Superstar avec 10 mini-jeux en démo dont 8 qui ne sont pas présents sur la version console et qui sont donc là juste pour en faire la pub. Et comment ne pas parler de Mario avec BS Super Mario Collection qui proposait pour chaque partie de se faire un jeu complet. Dans l'ordre, Super Mario Bros, 2 fois Super Mario Bros 3 et Super Mario Bros The Lost Level. Et j'ai bien dit 2 fois Super Mario Bros 3. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il y avait beaucoup de contenu et qu'une seule partie n'était pas suffisante pour tout implémenter. Le jeu proposait de se balader dans une sorte de map et de jouer au niveau dans l'ordre que l'on voulait. Et le jeu proposait aussi une session histoire et même des interviews avec Mario et sa voix officielle japonaise. Et oui, parce qu'avant que Charles Martinet ne devienne l'unique voix du plombier, quelqu'un d'autre doublait Mario. On pourrait aussi vous parler de Super Mario Bros 2, qui avait des niveaux qui bouclaient et dans lesquels il fallait trouver des statuettes d'or. Il paraît que le jeu était davantage porté sur l'humour, avec une Peach qui insulte Mario par exemple. Attends quoi? Dernière curiosité qui n'est pas une licence Nintendo, Coolie Skunk. Ce petit jeu de plateforme bénéficiait d'une démo sur la Satellaview, mais les gens se sont rendus compte en redécouvrant le jeu via l'extension qu'il s'agissait du jeu complet qui était fourni, juste limité en termes de contenu. Jeu qui par la suite a changé de nom pour devenir Punky Skunk et qui est sorti sur PlayStation. Ironique. Mais maintenant, il est temps de vous parler de ce qu'il s'est réellement passé avec la Satellaview. Mais pour ça, il faut qu'on se mette dans un endroit un peu plus approprié pour vous raconter le déclin de l'extension. On ne va pas y aller par 4 chemins, la Satellaview fut un échec cuisant. Seules quelques 100 000 personnes s'étant connectées au service, bien loin des ambitions de Yamauchi. Et dès le départ, ça sentait un peu le roussi. En effet, la concurrence incarnée à la fois par Sega et par Sony a déjà dégainé ses cartouches avant même que la Satellaview ne soit disponible. Sega, qui à ce moment-là doit déjà se rattraper de la fin en queue de poisson de sa Mega Drive, sort la Saturn le 22 novembre 1994. Mais rien ne semble préparer au raz-de-marée qui s'apprête à déferler avec l'arrivée de la PlayStation le 3 décembre 1994, qui voit ses 100 000 premiers exemplaires vaporisés en une journée. Le constat est sans appel, il est temps de passer à la 3D. Et Nintendo lui-même a déjà planifié ce passage avec l'Ultra 64 qui est dans les cartons.
La SNES est donc en passe d'être obsolète. Mais Nintendo persiste et signe dans son œuvre et le 23 avril 1995, la Satellaview est disponible à la vente, uniquement par correspondance. Autrement dit, il fallait la commander par la poste pour la recevoir. Ce n'est que 6 mois plus tard que l'extension va débarquer dans les boutiques et chez les revendeurs, tandis que Nintendo annonce au KLM l'arrivée imminente de sa nouvelle console au même moment. Et puis l'extension coûte cher. Très cher. La Super Famicom est certes plus accessible que ses concurrentes, la PlayStation et la Saturn, mais l'ensemble de l'extension constitue un frein économique évident. Au prix de la console d'environ 18 000 yens, l'équivalent de 190 € aujourd'hui, il fallait rajouter entre 20 000 et 30 000 yens pour les frais d'installation de la parabole satellite, sa location et la location du tuner. Ça fait beaucoup là, non? Ce qui était plus que pour la PlayStation qui permettait aussi de diffuser de la musique via son support CD. Mais malgré toutes ces difficultés, Nintendo y croit toujours. En janvier 1998, Nintendo et Kyocera, une entreprise spécialisée dans la télécommunication et l'électronique, prévoit même de se lancer de plein pied dans la diffusion par satellite à grande échelle. Et le partenaire de cette aventure est tout trouvé, Sengiga. Mais Nintendo est prudent et veut que d'autres investisseurs entrent dans la danse. Mais Sengiga refuse, ce qui fait capoter le projet. C'est donc à partir de ce moment que Nintendo décide de conclure la diffusion sur Satellaview. En 1999, il ne développe plus de jeux pour l'extension, et le 20 juin 2000, il rompt le contrat de diffusion de jeux, et le service est fermé 10 jours plus tard, le 30 juin, avec comme dernier jeu notamment BS Dr Mario. Sengiga, en proie à d'énormes pertes financières d'environ 8,8 milliards de yens en 1999, ne survivra pas à cette séparation puisque l'entreprise fera faillite en 2001 après pourtant de nombreuses tentatives de rachat toutes refusées. Et dernier secret que Sengiga emportera dans sa tombe, l'entreprise n'avait aucune autorisation pour émettre par satellite de 98 à 2000, rendant toute diffusion illégale. Peut-être qu'elle avait déjà prévu son avenir. Triste fin d'histoire pour une entreprise dont le maître mot fut comme Nintendo, celui de l'audace. Depuis, la Satellaview est une relique du passé. Des passionnés tentent toutefois de préserver son contenu incroyable et de le rendre accessible. Mais la préservation de la Satellaview est très compliquée puisque tout tient dans la récupération des cartes mémoire. Des fois, les données sont exploitables et de belles découvertes sont faites, tandis que d'autres fois, les données sont irrécupérables. Et c'est ainsi qu'il se peut qu'un contenu soit définitivement perdu. Chaque jeu sauvé est donc un trésor à placer dans un musée. Vous aurez donc compris que cet épisode qui se veut le plus exhaustif possible reste très incomplet, et ne fait état que des découvertes actuelles sur la Satellaview. En attendant, c'est tout pour son épopée. Merci beaucoup à Netchiku et Luigi Blood d'avoir mis tous leurs efforts sur les recherches et l'écriture de cette vidéo, et merci aussi à JJ et Krakonix d'avoir accepté de m'aider en montant chacun une partie de la vidéo. Vous trouverez les liens pour regarder leur merveilleux travail dans la description, ils le méritent vraiment.